Très chers internautes, encore une fois, comme promis, nous voici pour un nouveau numéro où nous allons parler des actualités politiques. Alors, nous allons vous expliquer les deux principales raisons pour lesquelles la Samir DRC, donc les militaires de la SADC, ont quitté la République démocratique du Congo. Nous allons vous parler aussi des différentes actualités concernant des discussions, des pourparlers entre la République démocratique du Congo et des groupes rebelles. Nous allons vous parler exactement aussi de la nomination par Trump du nouveau envoyé spécial dans la région des Grands Lacs. Nous allons en parler et nous allons également aussi essayer de commenter quelles sont les techniques ou bien les stratégies à mettre en place pour l'instant pour que nous puissions sortir gagnants pendant cette période de turbulence que la République démocratique du Congo est tentée de traverser. Voilà ce que nous allons essayer de parler aujourd'hui. Sans tarder, j'aimerais bien commencer par vous donner quand même des informations en termes d'ordre. La première des choses, oui, il y a eu quand même au front, nous sommes au front, il y a eu des localités qui ont été prises par des groupes rebelles, mais les Ouazalendo ont fourni quand même quelques efforts pour récupérer certaines localités, notamment par exemple la localité de Bukombo, Nyabiondo, Boulé, tout ça à Massissi, et Kibati et Walikal viennent d'être aussi libérés. Mais la difficulté, c'est que on libère. Nous sommes en train de libérer parce que la stratégie des rebelles, ils ne sont pas si nombreux que ça. Ce qu'ils font, ils viennent, ils vous attaquent, ils vous font fuir, ils maîtrisent la ville et ils quittent la ville, ils vont poursuivre le combat et ils laissent moins de gens. Et maintenant, on a la possibilité, si on était organisé techniquement, on allait comprendre que c'est que les rebelles, le Rwanda avec ses séparatistes sont en train de faire, ce n'est pas vraiment une vraie guerre, c'est juste des guérillas, c'est-à-dire que ils viennent, ils vont vous déborder et puis ils vont prendre des villes. Quand vous allez voir, ils prennent des villes, ils laissent quelques gens, ils continuent. Si nous avions aussi des stratégies, on allait commencer à laisser nos gens aussi cachés et quand ils vont laisser des terrains, on récupère. Là, par exemple, des localités que les Ouazaliens viennent de récupérer avec l'accompagnement des FARDC, ils seront en difficulté parce qu'ils sont encerclés en réalité par des groupes, des rebelles. Donc, du coup, ça sera difficile pour eux. C'est pourquoi, pour moi, je pense pas que ça soit vraiment... je me réserve de crier à la victoire parce que, justement, on aura des difficultés. Et pourtant, nous avons nos Sukhoi, on pourrait bien utiliser là où, par exemple, les Ouazalais ont pu récupérer, prendre des Sukhoi et pour bombarder des rebelles qui sont tout au long des routes. Comme ça, on pourra créer un couloir pour des renforts. Mais tout ça là, c'est ce qui nous dérange un peu. On comprend pas exactement pourquoi nos FARDC ne fournissent pas assez d'efforts pour pouvoir empêcher les rebelles pour évoluer et permettre à ce que les Ouazaliens ne puissent aussi avoir des ravitaillements si facilement quand ils récupèrent des localités à l'intérieur. Si vous êtes encerclé sans ravitaillement, vous avez moins de chances de pouvoir résister pendant plusieurs temps. Parce qu'ils vont vous déborder, ils vont envoyer encore des troupes en renfort et ça sera difficile pour vous. Mais pour l'instant, la situation est telle que nous avons pu quand même récupérer. Les Ouazanders sont là quand même, ils ont neutralisé peu de militaires rwandais qu'ils ont trouvé sur place, ils ont récupéré certaines localités, comme tu as discuté, Bukombo, Nyabiando, Bouleye, tout ça à Massis et puis Kibati, et tout ça à Walikale. Walikale aussi vient d'être libéré, mais combien de temps ça va être libéré s'il n'y a pas de renfort, ça pourrait être très compliqué. Voilà un peu cette actualité-là que nous voulions aussi vous donner. Alors, on signale également que il y a au niveau des Kalemi des renforts quand même en nombre de à peu près des 12 000 hommes qui sont arrivés à Kalemi pour renforcer les positions des FARDC mais aussi des Ouazalendo. C'est que nous voulions que ces renforts se puissent combattre. Ils ne doivent pas venir là comme étant des simples vitrines pour regarder comme ça. Non, c'est un combat, c'est une guerre. C'est-à-dire que lorsqu'on est agressé, il faut attaquer. Si vous n'attaquez pas, mais il faut être en mesure de contenir l'ennemi pour qu'il n'avance pas. Oui, il y a des renforts. Maintenant, ils doivent effectivement combattre. Donc, ça sera une bonne nouvelle si vraiment ils combattaient et puis ça pourra nous aider à pouvoir contenir l'ennemi
et en attendant que nous puissions voir qu'est-ce qui va se passer au niveau des sanctions qui sont imposées au Rwanda et à ses supplétifs, les M23. Vous devez savoir une chose, qu'au niveau, par exemple, des Luanda, il y a des opinions qui s'élèvent pour demander au président Tshisekedi de ne pas négocier directement avec les M23. Pourquoi? Ils estiment que ça pourrait être un piège. Mais le problème pour nous, moi, c'est que moi, je peux dire que nous devons avoir une position. La difficulté pour nous, pas pour nous, bien souvent, parce que j'ai eu la chance aussi de voir comment certaines choses se passent en termes de négociation. Donc, nous n'avons pas assez de préparation lorsqu'on veut aller dans des négociations. Des équipes qui vont en négociation, généralement, ce sont des gens, ils prennent des informations comme ça, ils vont directement en négociation, sans pour autant définir ou bien préparer nos positions. Il faut préparer nos positions, c'est-à-dire quels sont les arguments que nous allons apporter sur tel sujet, sur tel point. Vous allez à la négociation, il y aura plusieurs points. Sur tel point, vous mettez déjà des scénarios. Et puis, quand vous allez là-bas, vous savez que ça, c'est tel seuil, on peut pas dépasser, on va se limiter ceci. Ça pourrait aussi être un point fort. Mais on observe pour voir qu'est-ce qui va se passer de ces côtés-là par rapport à ce qui va se passer. Est-ce que la primauté du Congo va finalement décider d'envoyer sa délégation clairement pour négocier? Est-ce que la primauté du Congo va encore faire volte-face pour ne pas négocier? Quelle sera maintenant l'alternative par rapport à cela? Puisque si vous n'arrivez pas à négocier et que ce terrain, vous n'arrivez pas à contenir l'ennemi, les risques, c'est qu'il puisse vous déborder et puis déstabiliser le régime. Donc, il faut être conscient de cela et puis prendre la mesure des enjeux pour pouvoir prendre des décisions qui s'imposent. Voilà. Encore, et une autre situation, c'est que la SADC, hier, nous avons tous suivi qu'il y a eu le sommet de la SADC en visioconférence où il y a eu quand même plusieurs chefs d'État qui ont participé et au cours de ce sommet-là, ils ont pris la décision de pouvoir mettre fin au mandat de Samir Diarsi et partir. Et nous avons suivi le président sud-africain qui était en train de dire que non, et ils vont continuer à soutenir la République démocratique du Congo, mais ils sont pas plus là sur place. Qu'est-ce que cela, ça signifie? Il y a des raisons principales que j'aimerais bien vous expliquer ici, et vous allez comprendre exactement. D'après des informations, nos sources d'informations, nous avons à notre possession les deux principales raisons pour lesquelles les troupes de Samir Diarsi ont mis fin à leur mandat. Alors, avant que nous puissions vous donner quand même ces deux bonnes raisons, c'est que nous vous demandons, très chers internautes, la meilleure façon pour vous de nous aider à pouvoir protéger nos vidéos et puis améliorer nos algorithmes, c'est d'appuyer pour des j'aime. À force que vous appuyez sur nos j'aime, le système va permettre à ce que nos vidéos puissent être mises en avant et que ça soit protégé pour que les gens n'empêchent pas l'existence de nos vidéos. Donc, appuyez sur des j'aime et ça va nous permettre d'améliorer nos algorithmes, mais aussi de protéger nos vidéos. Ça serait une très bonne chose. Et nous demandons aussi aux gens, si c'est pour la première fois pour vous, de participer à cette émission. Ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification et de faire, ça c'est très important, une large diffusion par vos partages. Partagez les émissions, invitez vos amis à nous rejoindre et pour que notre famille puisse devenir de plus en plus grande et que nous puissions échanger cordialement des informations pour le bonheur de tous, mais aussi pour notre République démocratique du Congo et des informations internationales. Et voilà, j'étais en train de dire qu'il y a deux principales raisons pour lesquelles la SADC a pris la décision de mettre fin au mandat de Samir Diarsi, les militaires de la SADC. La première des raisons, c'est quoi? La première des raisons, c'est que vous devez savoir que les choses commencent à devenir de plus en plus claires que le Rwanda est en République démocratique du Congo. Et la raison principale, c'est que les militaires de la Samir Diarsi
sont déjà enclavés. Et que Paul Kagame est en train de réclamer que le fait que les militaires de la SAMI ne sont pas des militaires pour le maintien de la paix, comme par exemple la MONUSCO, ils ne peuvent plus rester dans une zone qui est déjà occupée par des gens. C'est comme pour dire que c'est leur butin de guerre, c'est leur espace maintenant là, et ils ne sont pas des militaires de maintien de paix comme la MONUSCO, ils ne peuvent pas rester là. Et la difficulté, c'est que le militaire qui est comme cela, ils ne peuvent plus combattre parce que leur positionnement ne leur permettent pas de pouvoir combattre. Lorsque vous êtes encerclé, vous ne pouvez plus avoir des ravitaillements et vous n'êtes plus en nombre suffisant pour vous battre. Et c'est difficile pour eux de se battre. Encore que la fois d'ici venait de perdre 14 de ces militaires et encore il y a beaucoup de blessés. On ne sait pas leur état vitaux est en danger, excusez-moi. On ne sait pas qu'est-ce que ça va faire, comment ils vont aboutir à quoi et qu'est-ce qui va se passer. Et voilà un peu, et la première des raisons, c'est là, c'est que Paul Kagame s'est fait déjà voir que, et voilà, effectivement, il est en République démocratique du Congo. Et les gens de la SADC, voyant cela, cette difficulté-là, et c'est la première des raisons que ils ont décidé quand même de partir. Et il y a des sources, clairement, si on prend au niveau des RFI, ils nous expliquent cela, mais aussi de Le Monde, journal Le Monde, a dit cela que ils ont pu consulter un représentant de la République démocratique du Congo, qui a un responsable qui aussi traite de ce dossier-là, qui avait expliqué aussi que c'était déjà prévisible, c'est le fait que le Samir Diarra puisse quitter la République démocratique du Congo. Je vais vous lire les dossiers et puis on va essayer de comprendre. C'est la principale annonce à retenir de ces rendez-vous des chefs d'État. Les retraits progressifs de forces déployées en NRDC par la région d'Afrique australe. Les chefs d'État ont officiellement mis terme au mandat de Samir Diarra. Une annonce qui n'est pas vraiment une surprise. En effet, pour une source congolaise proche du dossier, c'était prévisible. Cette force étant désormais encerclée par le Rwanda, on devrait se diriger vers son retrait progressif, confie-t-elle avant le début de la rencontre. Donc, voilà la première des raisons pour lesquelles les militaires de la SADC ont pu mettre fin à leur mandat et partir clairement. Et c'était aussi pour faciliter ces désengagements des forces et c'était un début puisque ils veulent donner la chance aux négociations comme a préconisé déjà au niveau de la résolution des Nations Unies qu'il faut qu'on leur revienne vite au processus de Luanda et puis de Nairobi et les gens de la SADC ont estimé que donnons la chance à ces deux processus pour que l'on aboutisse à une paix durable dans la région. Et donc, nous essayons de voir que si cette manière de procéder était une bonne chose, ça va se savoir par rapport à la finalité, ce qui va advenir. Voilà la première des raisons pour lesquelles la SADC a pris cette décision. Et la deuxième des raisons, c'est plus au niveau, c'est une décision, c'est une raison légitime en termes de population. C'est-à-dire que vous devez savoir que la SADC, par exemple, est une organisation sous-régionale. Et des membres de cette organisation sous-régionale, ce sont des États. Les États sont souverains. Et puis la décision d'envoyer des militaires, c'est d'abord délibéré au niveau des États respectifs de la SADC. Et que les oppositions dans ces pays qui sont membres de la SADC commençaient déjà à manifester leur désapprobation par rapport à la décision pour la SADC de pouvoir envoyer des militaires à l'est de la République pour combattre. Ils avancent plusieurs raisons. La première des raisons, c'est-à-dire que l'impréparation de cet envoi des militaires. Vous envoyez des militaires sans pour autant préparer ni stratégie, ni matériel de combat adéquat pour pouvoir faire face à l'ennemi. Donc, et voilà, les oppositions de ces pays-là sont à dire que la stratégie a été mal, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de stratégie, l'opération a été mal préparée et du coup, nous n'avons pas de résultats. Et deuxièmement, la perte en hommes. Cela aussi a favorisé cette décision-là. Les oppositions ont déclaré qu'on devrait mettre fin à cette opération et parce que ce n'était pas prêt. On peut pas envoyer des gens comme si on envoyait dans un abattoir pour aller les tuer
parce qu'ils n'étaient pas préparés. Voilà les deux principales raisons pour lesquelles Samir DRC a pu décider de mettre fin à cette opération de Samir DRC en République du Congo. Ça, ce sont des raisons principales. Mais il y a aussi d'autres raisons subsidiaires qui est de plusieurs ordres pour des raisons politiques, comme je vous dis là, lorsque le Rwanda est en train de réclamer parce qu'il estime qu'il est partie prenante dans cette guerre et que cette partie-là, c'est lui qui contrôle. Ils ont même imposé aux militaires de Samir DRC de partir et laisser leur matériel de combat, la supply ne devait pas partir à Versailles. Il a fallu qu'il y ait des négociations sérieuses pour qu'on décide que non, ils doivent rentrer avec les militaires. Et encore que l'évacuation de ces militaires-là, ça va faire par plusieurs évacuations parce qu'il faut transporter tous ces matériels de combat, la logistique, ça va prendre du temps. Et voilà ce qui en est par rapport à cette problématique du sommet des chefs d'État de la SADC qui ont décidé de mettre fin à cette opération de Samir DRC. Alors, et une autre information encore majeure, mesdames et messieurs, c'est cette nouvelle encore des États-Unis. Comme je venais de vous dire dans l'émission que je venais de faire tout à l'heure là, c'est que Donald Trump vient d'envoyer Jackson Roney à Kinshasa très rapidement en urgence. C'est par rapport à la préparation qu'on est en train de faire pour le partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République du Congo et les États-Unis d'Amérique, le gouvernement de Trump. Et donc, il fallait quand même qu'on envoie quelqu'un là-bas pour voir des modalités techniques pour la mise en place et l'effectivité de ces partenariats-là. Et donc, cet envoyé de Donald Trump va arriver probablement la semaine qui débute ici et pour pouvoir mettre en place des voies et moyens, baliser les chemins pour la concrétisation de cet accord. Cet accord va soulager la communauté du Congo, étant donné que ce que nous offrons aux Américains, que ce soit des minerais critiques et stratégiques, que les États-Unis en ont besoin, nous avons manifesté notre volonté, notre intention à vouloir collaborer avec eux en contrepartie de la sécurité qui forme nos militaires, qu'on nous renforce, qu'on nous permette de pouvoir sécuriser nos frontières. Et ça pourra nous aider énormément parce que la faiblesse de la République démocratique du Congo, si aujourd'hui nos frontières sont poreuses et que les gens nous menacent de gauche à droite, justement parce que nous n'avons pas une armée efficace capable de nous défendre. En termes, aujourd'hui, la guerre, soit la défense, elle est d'abord technologique. La cybertechnologie devait être efficace. Et puis, la numérisation des informations, des logiciels de reconnaissance, de l'emplacement des ennemis, des drones de combat. Donc, il faut non seulement acheter ces matériels-là, mais aussi former des gens capables de pouvoir manipuler tout cela. Et donc, cet accord-là, ça pourrait être une très bonne chose pour nous si cela venait à aboutir, parce que c'est déjà fin prêt. Voilà ce que nous pourrons vous dire par rapport à cela. Une autre information également, c'est exactement celle de Massad Boulos. Massad Boulos, qui était le conseiller de Donald Trump, qui vient d'être nommé envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Et donc, ça aussi, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est une personne de l'administration Trump qui vient d'arriver. Ce monsieur-là, c'est un monsieur très, très outillé par rapport à son expérience, qui est d'ailleurs, c'est Massad Boulos, c'est-à-dire que c'est un milliardaire américo-libanais, d'origine américo-libanais, et c'est lui qui a travaillé aussi dur pour que Donald Trump puisse être élu. Donc, vous voyez que autour de Donald Trump, il y a tellement de milliardaires qui sont des collaborateurs directs de lui. Donc, et ils viennent faire aussi des business. Donc, et ils seront des gens qui seront très speed. Donc, c'est à nous maintenant de bien jouer les cartes. Là, maintenant, monsieur Massad Boulos vient d'être nommé envoyé spécial dans la région des Grands Lacs. Voilà, c'est une information, l'exclusivité que nous vous offrons, nous vous accordons. Et alors, ce monsieur-là a des liens forts avec Donald Trump. Pourquoi? Parce que c'est le beau-père de Tiffany, la fille de Donald Trump. Et donc, c'est un milliardaire américo-libanais qui vient d'être nommé. Voilà l'information que nous avons voulu vous donner par rapport à cette nouvelle. Voilà, je pense que
l'autre information importante à vous offrir, c'est les négociations de Luanda. Les négociations de Luanda sont en train d'être le 18 mars, comme la date était déjà fixée, puisque le président Lorenzo avait estimé que c'était important d'établir les points de contact entre lui et les rebelles de M23 afin de pouvoir faciliter une négociation directe avec la République du Congo. Le président de la République était allé le jour même où le communiqué est sorti, c'est-à-dire qu'après que le président Tshisekedi ait fini avec son homologue Lorenzo, et nous avons suivi tous les communiqués et les répliques de la porte-parole du président de la République, Madame Tina Salama, qui a répliqué de prendre acte et que nous, pour nous respectons le processus tel qu'établi. Déjà, nous sommes restés attachés à la résolution 2773, mais aussi au processus qui est déjà prévu parce que c'était l'une des recommandations dans cette résolution des Nations Unies. Il suit ce processus-là. Si cela va cadrer dans ce sens-là, et donc la République du Congo ne refuse pas de dialoguer, mais veut que ça soit respecté dans les cadres qui sont déjà prévus afin de pouvoir préserver la paix. Et donc, la partie des rebelles, et ils sont quand même mitigés. Je pense que ça sera une bonne opportunité. Moi, je pense que on va essayer de voir quelles sont des sous-cartes par rapport à cela. Est-ce que le président Lorenzo veut effectivement aider la République du Congo à mettre fin à ces crises récurrentes dans sa partie Est? Est-ce que c'est le contraire? Nous allons le voir. Je pense que d'ici peu, le 18 mars n'est pas si loin, c'est dans quelques jours. Nous le saurons et on va voir des détails de tout ce qui se passe et on va comprendre qu'est-ce que nous devons faire. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je pourrais vous donner comme information aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là. Je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Comme je venais de le dire, abonnez-vous, surtout cliquez sur des j'aime pour nous aider à protéger nos vidéos, mais aussi et surtout à améliorer nos algorithmes. Faites des larges diffusions par des partages, invitez vos amis à nous rejoindre dans cette famille afin que nous puissions agrandir notre famille et échanger cordialement, amicalement entre nous. Je pense qu'ensemble, nous pourrons faire de grandes choses. Moi, je suis Guilhem Ikobikwete, je suis juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur, mais aussi négociateur et diplômé en ressources humaines. Et voilà, je vais partager avec vous mon expérience et nous allons commencer à faire des échanges. Au fur et à mesure qu'on va commencer à développer, on pourra faire de grandes choses, mais aussi pour être informé à temps réel. Voilà, je vais m'arrêter là. Pour le reste, moi, je vous souhaite bonjour, bonsoir chez vous, partout où vous nous retrouvez, suivant les laquelle vous allez suivre. Je vous dis des bonnes choses à vous et à bientôt.